Bienvenue dans Multifocus, le podcast qui fait le point sur vos écrans. Bonjour à vous, bande de Wonders auditeurs, bienvenue et auditrices, bienvenue dans la deuxième partie de ce Multifocus numéro 6, consacré à la place des femmes dans les productions de super-héros. Je suis toujours entouré par mes deux compères de cette sixième édition. Nous avons, pour la partie féminine, nous avons Wikipédia, on l'appelle comme ça maintenant. C'est bon, j'ai changé de nom. Wikipédia. C'est un peu moche sur la carte d'identité, ça. Bon, alors, l'IA, alias Wikipédia. Et toujours par Skype, mais normalement, le son devrait être largement correct et vous ne devriez rien voir, rien entendre du tout. Enfin, rien entendre. En tout cas, rien entendre de différent que d'habitude. Nous avons notre ami Didi. Salut Didi. Coucou, ça va bien? Oui, depuis la dernière mission, ça va très bien. Merci beaucoup. Donc, si vous n'avez pas suivi la première partie, il faut vous précipiter d'abord à écouter cette première partie d'émission, cette première partie de Multifocus 6, pour pouvoir continuer un petit peu, en tout cas, un de nos focus. Alors, je vous explique un petit peu le sommaire de cette deuxième partie, toujours nos petites attentes ciné-télé. Ensuite, donc, nous allons faire la deuxième partie de notre focus sur l'historique des super-héroïnes dans les productions de super-héros, dans les films et les séries télé. On s'était arrêté à la moitié de l'année 2004, donc on va continuer jusqu'à de nos jours, voire dans le futur et au-delà, comme dirait Buzz. Et ensuite, nous aurons une petite discussion aussi sur le traitement des minorités dans les films de super-héros et les comics en général. On va déborder un petit peu, pour une fois n'est pas coutume, on va déborder un petit peu sur les livres et les comics en général papier. Donc nous verrons tout ça, comment sont traitées ces minorités. Une petite, alors minorité, hein, bien évidemment, avec des guillemets, on s'entend. Ouais, s'il te plaît. J'aime pas trop ce terme. Une petite anecdote et de ma part et des ouvertures de la part de l'IA. C'est ça. Voilà. Donc on y va, on attaque tout de suite avec nos attentes ciné-télé. Attentes, nous commençons tout de suite par l'IA, nous t'écoutons. Et oui, et moi je vais parler, être un petit peu dans le thème, mais un petit peu quand même, pas trop. Spider-Man Homecoming, bien sûr, qui sort le 12 juillet. Je crois que je suis un peu fan des blockbusters, hein. Chaque fois je vous parle d'un blockbuster. Bon, c'est pas grave. Il en faut. Mais oui, toujours, ils sont importants. Donc, on retrouve le Spider-Man qu'on avait commencé à voir dans Civil War, avec Iron Man comme mentor. Et pour ce film, un nouveau méchant, ce sera le vautour, qu'on n'a jamais vu dans aucune des adaptations de Spider-Man à la télé. Enfin, au cinéma, excusez-moi. Ouais. Joué par Michael Keaton, si... C'est ça, Michael Keaton, c'est exactement ça, qui avait joué assez récemment dans Birdman, mais qui avant... Batman. Voilà. Tout simplement, le Batman de Tim Burton. Il fait que des super-héros qui volent, en fait, je pense. Ouais, Batman, il vole, il triche, quoi. Il vole un peu, quand même. Oui, bon, ça. C'est un animal qui vole. C'est vrai. Donc on va retrouver du coup, comme on parle d'Iron Man, Robert Downey Jr., voilà. Et donc l'acteur qui joue Batman, Tom Holland. Non, Spider-Man. Spider-Man, oui. Excusez-moi, j'embrouille mes noms. Donc Tom Holland qui a quasiment fait toutes ses cascades pendant le film parce que c'est un gymnaste accompli. On peut suivre son Instagram où il envoie plein d'images de lui qui fait des trucs complètement ouf. Donc voilà, donc c'est en plus d'être un acteur qui est plutôt pas mal. Bon, il est pas transcendant, mais il est plutôt pas mal. On a un cascadeur, et ça, c'est cool. D'accord. Donc c'est un Bébel sans la gouaille, quoi. Belmondo, Jean-Paul Belmondo. Ok, je te parle. Ouais, non, là, tu me parles, je sais pas de quoi tu parles. J'ai des yeux, ils ont fait, qu'est-ce qu'il dit, putain. C'est donc ce qu'on
C'est donc ce qu'on appelle le fossé des Pardon. générations. Pardon. Voilà. Ça doit être ça, ouais. Bref, on va enchaîner. Moi, je vais vous Oui, parler Didi. d'un autre film pour passer dans un autre genre. C'est un film d'horreur, et plus exactement un film de zombies. Donc le titre du film s'appelle The Last Girl, celle qui a tous les dons. Donc on se situe sur Terre, dans un monde post-apocalyptique. Il y a eu donc une apocalypse zombie. Mais on se rend compte que certains zombies, en fait, peuvent rester lucides, entre guillemets, tout en quand même ayant donc le besoin donc de se nourrir sur les humains, etc. Donc, on est dans un laboratoire scientifique qui étudie ce phénomène-là chez des enfants. Sauf que ce laboratoire se fait attaquer et la personne qui s'occupait donc des enfants et surtout donc d'une petite fille donc sauve plusieurs personnes et ce groupe se retrouve donc après à devoir survivre à l'extérieur donc avec plein de zombies autour d'eux. C'est un film donc bon évidemment il y aura de l'horreur, du zombie hein, pour ceux qui sont habitués à Walking Dead vous serez pas dépaysés. Pour les autres effectivement prévoyez de le voir sans avoir mangé avant. Mais voilà, il y a énormément d'émotions parce que justement, tout se situe dans le fait que c'est plus que du zombie. Là, il y a certains zombies qui peuvent réfléchir, qui donc ont des émotions, et tout de suite, ça change énormément la donne. Voilà. Donc, j'attends de voir ça, ce que ça va donner. Le trailer avait vraiment l'air très très bien, très prometteur. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Le film sort fin juin, le 28 ou 9. Ouais. Voilà. Parfait, c'est noté. Merci Didi. Merci à vous. Et moi, je vais vous conseiller, enfin en tout cas vous conseiller. Moi, c'est un film que j'ai trouvé un petit peu par hasard et en même temps que j'attends un petit peu. C'est un film qui sort le 21 juin qui s'appelle K.O. Un film de Fabrice Gobert avec Monsieur Laurent Lafitte de la Comédie Française, Chiara Mastroianni, Pio Marmaille, etc. Quelques autres bons acteurs. Rapido le synopsis. Alors Antoine Lecomte est un homme de pouvoir arrogant et dominateur, tant dans son milieu professionnel que dans sa vie privée. En gros, c'est un connard. Au terme d'une journée particulièrement oppressante, il est plongé dans le coma. Et à son réveil, plus rien n'est comme avant. Rêve ou réalité, complot, cauchemar, il est KO. Voilà le synopsis de la production. Et en fait, ça a l'air d'être une espèce de... on sait pas si ce type rêve, si il est mort, si c'est vraiment la réalité, si ce qu'il a vécu avant était vrai ou pas. Enfin voilà, il y a tout un jeu là-dessus. Donc c'est pas le premier scénario qu'on a comme ça, bien évidemment, mais le traitement a l'air intéressant. Et puis surtout, c'est par les créateurs de la série de Canal+, Les Revenants. Qui était une bonne série, une série géniale. Française, lente à la française, mais en même temps très intrigante et vraiment bien faite, qui continue d'ailleurs, je crois. Il y a la saison 2 est sortie. Voilà, la saison 2 est sortie l'année dernière, et je crois que la 3 est en route. C'est ça. Donc voilà, rien que pour ça. Et puis bon, Laurent Lafitte est quand même un très bon comédien, donc ça ne peut présager que du bon. Donc voilà, si vous voulez voir un bon film français qui, je pense, va valoir le jus. En tout cas, la bande-annonce est vraiment bien, voilà, vraiment attirante. Donc voilà, ça peut aller si vous ne voulez pas supporter la canicule de cet été, allez vous enfermer dans les salles obscures et regardez nos recommandations. Passons maintenant à la deuxième partie de notre historique sur les super-héroïnes. Deuxième partie donc de notre chronologie sur la place des femmes dans les films de super-héros. Nous en étions à l'année 2004. Nous avions
Voilà, nous avions terminé avec le magnifique Catwoman de Pitoff. Et on passe rapidement. Et nous avons aussi en 2004, merci monsieur et madame Pixar, nous avons Les Indestructibles. Famille de super-héros avec donc Madame Elastigirl et Mademoiselle Violette, la fille de la famille. Donc là, je trouve film intéressant. Alors par rapport à la famille, la vie de famille, la vie privée des super-héros un petit peu. Et puis les femmes ont quand même une place intéressante. Didi, je crois que tu voulais nous en parler. Disons que oui. Enfin, les personnages sont marquants, elles sont un peu plus développées. C'est vrai que c'est quand même appréciable. Il y a un bel effort là-dessus. Après, si on veut vraiment aller au fond des choses, la mère, ça reste quand même la femme qui est vraiment tenaillée entre son rôle de mère, d'épouse, de femme avec sa carrière, etc. La fille, effectivement, donc elle arrive à avoir une certaine indépendance, mais c'est pour finir dans les bras d'un sombre freluquet, Donc non, c'est bien, il y a du personnage féminin, il y a une certaine évolution, elles sont pas là juste pour faire joli, elles ont des vrais rôles, après il y a encore des efforts à faire. Et une suite est annoncée pour 2018. C'est ça, on l'aura attendu. Exactement. 10 ans. C'est Pixar, quoi, en même temps. Donc, ils prennent le temps de faire les choses, mais ils les font bien. J'espère. 2005, nous avons Les 4 Fantastiques de Team Story, avec donc Madame Susan Storm, donc un reboot, techniquement bien. Oui. L'histoire, bon. Et puis le rôle de Susan Storm, elle est reléguée un peu derrière. Alors le truc, c'est moi surtout, de temps en temps, elle nous pète ses pouvoirs, et puis voilà. J'ai pas bien compris l'intérêt de donc Susan Storm à la base, c'est vraiment la petite blondinette, tout ça machin. Pourquoi caster Jessica Alba pour remplir ce rôle-là? Bankable. Voilà. Alors Bankable, je suis d'accord, mais du coup, le problème, elle fait tous les efforts de la terre et franchement, elle fait super bien son rôle. Mais il y a un moment où Jessica Alba en blonde aux yeux bleus, c'est compliqué, quoi. C'est difficile. Et c'est dommage parce que elle a un physique qui serait super bien passé. On aurait pu comprendre que pour des besoins, ils aient adapté entre guillemets le personnage pour donc lui donner juste les traits de Jessica Alba. Moi personnellement, ça m'aurait pas choqué, ça m'aurait pas dérangé. J'ai pas bien compris. Erreur de casting peut-être. Mais bon, pas un grand rôle non plus. Le essentiel film était en tout pas cas terrible. Dans ce premier 4 Fantastiques en reboot. 2005 également voit l'éclosion d'Elektra, donc le film qui avait commencé son amorce avec Daredevil, avec Jennifer Garner. Le film est pas bon. Ok, même moi je dis qu'il est pas bon. C'est dire. Ouais, c'est dire. C'est malheureusement le film n'est pas bon. C'est une bonne chose quand même qu'il y ait eu ce film sur Elektra, mais voilà quoi. Enfin bon, bref. Vivement un reboot. On va passer. Oui, c'est ça. On en parlera. Je vous parlerai un peu plus du rôle d'Elektra dans d'autres productions, mais là, franchement, c'est pas bon. Quoi. Le film est tellement pas bon que. On est d'accord. On oublie. 2005, Batman de Nolan, le premier, pas de rôle féminin, non. Quasiment pas. Ouais. On peut, oui. Bon, très bon film, mais aucun intérêt pour ces dames. Enfin, en tout cas, par rapport à leur place dans la société. Superman Returns, un reboot, pas encore tout à fait bien rebooté comme il faut. En 2006, Lois Lane, en rôle de mère de famille, comme d'hab, comme les autres. En fait, c'est juste la technique qui a changé et puis c'est tout. Sinon, rien de bien plus. Elle est courageuse, elle est un peu moins gourde que dans les films avec Christopher Reeve, mais enfin. Pourtant, l'actrice est bonne, mais bon. Ouais, mais dommage. Et c'était dommage justement avec des rôles comme celui de Terry Hatcher, qui est vraiment avait créé quand même un personnage, un petit peu plus profond.
Dommage. C'est vrai, dommage. 2006, X-Men 3, avec un rôle un peu plus important pour Jean Grey, Phoenix, voilà, mais après, pas plus que ça. Enfin, on en a déjà parlé, donc... raté au niveau de l'écriture. C'était dommage, voilà. C'est dommage. 2007, la suite des 4 Fantastiques, les 4 Fantastiques et le surfeur d'argent. Le surfeur d'argent. Ouais, le surfait, ouais. Très surfait. Le surfait d'argent, exactement. Donc là, un rôle un petit peu plus intéressant pour Susan Storm. Elle a un peu plus de poids par rapport à l'histoire, mais bon, pas beaucoup plus, quoi. C'est encore pas non plus le film qu'on attendait. 2008, deuxième Batman de Nolan, toujours pareil, pas plus que ça. 2008, Iron Man. Bon, bonjour Pepper Potts. Alors, mais... on peut la faire rapide sur Iron Man. Bon, au-delà du fait que voilà, bon, les films sont quand même intéressants, etc. Moi, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est que on est obligé d'attendre Iron Man 3 pour enfin avoir un vrai rôle assez intéressant pour Miss Pepper Potts. Ce que je trouvais un petit peu dommage, quoi. Voilà. Après, ça rentre dans la logique du personnage, qui au début ne veut s'attacher à personne, etc. Mais il y aurait eu quand même eu la place pour un personnage féminin sans aucun problème. Voilà. Effectivement. 2008, le Hulk de Louis Leterrier qui rentre dans l'univers, le Marvel Universe, le Marvel Cinematographic Universe. L'incroyable Hulk. L'incroyable Hulk, voilà, c'est ça. C'était un reboot, c'est ça. Avec Edward Norton, c'était un reboot, tout à fait, rien à voir avec celui de Ang Lee. C'est ça. Mais bon, le rôle de Liv Tyler est toujours le même, c'est la copine qui... la princesse Daisy, quoi, qui... Hein ? Il y avait une nana. Oui, c'était sa copine, quoi, la copine de Banner. Si, oui. De l'incroyable Hulk. Donc, la seule qui peut le calmer, je sais pas quoi. On passe, voilà, il y a un peu ce côté-là, pas plus que ça. Malheureusement, 2008, Hancock aussi, qui est un petit peu à part au niveau des super-héros. Ouais. Hancock. Qui était rigolo, enfin qui était bien intéressant. C'était décalé, quoi. Je comprends pas pourquoi il a fait décalé. un bide. Je comprends pas, Bon, on est pas là pour parler de ça, mais je trouve que la deuxième partie est un peu excessive, mais voilà, j'aimais beaucoup la première partie, mais pas forcément la deuxième. Avec Charlize Theron. Qui est super aussi dans ce film-là. Qui est très bien. Elle marche bien, elle passe bien dans son rôle. Ouais, tout à fait. Et on a encore un peu ce mélange entre ménagère et... Enfin, mère au foyer plutôt, et super-héroïne. Mais c'est pour se fondre dans la masse. Mais oui, c'est ça. Voilà, mais en même temps, c'est son but. Ouais. T'as pas l'air d'accord. Ouais. Est-ce que c'est une fin en soi pour toutes les femmes ? Voilà. C'est ça. Bref, voilà. On est d'accord. 2009, Wolverine, le commencement, les origines, merci. Bon, voilà, pas de grand rôle féminin non plus. Non, oui, voilà, la petite copine qui est morte un moment et qui rend triste. Voilà. C'est ça. Pardon, spoiler. Voilà. Merci, au revoir. 2010, Iron Man 2, on en a déjà parlé. 2010, Kick-Ass, pareil, un petit ovni dans l'univers des super-héros. Mais très très bon, avec le personnage de Hit Girl qui... en fait, c'est elle qui est vraiment badass, quoi. En fait, c'est elle qui botte. Badass girl. C'est elle qui botte les culs de tout le monde. C'est elle qui va à la castagne et qui prend l'action et tout, quoi. Donc j'ai trouvé ça vraiment vraiment pas mal. Pour le côté complètement décalé, tout ça vaut vraiment le coup. C'est grâce à Big Daddy. Aussi. 2011, Captain America. Bon, mis à part la petite romance, Carter, qu'on en revient, dont on reparlera, mais sinon rien de nouveau sous le soleil. Thor en 2011, alors là, rôle de Nathalie Portman, pareil. Même elle n'a pas réussi à sauver le rôle. C'est ça, c'est ça, dommage. J'aime bien Nathalie on la Portman. suit, on a quand même une bonne partie du film qui est dans sa vision à elle. J'ai envie de dire, moi, le film, encore c'est elle qui occupe le personnage, parce que déjà, au moins, justement, elle est moins éclipsée. Si ça avait été une autre actrice, mais ça aurait été
atroce. Peut-être. Mais parce que, enfin, ce personnage-là, ils veulent que ça soit quelqu'un d'important, et au final, l'écriture est mauvaise, quoi, en fait, du personnage. Donc, non. Bah, voilà, franchement, je suis pas franchement d'accord parce qu'elle a, enfin, elle a quand même, alors, dans le 2, c'est beaucoup plus poussé, mais dans le 1, ça va, il y a un début de quelque chose, quoi, je pense. Mais c'est ça, le problème, c'est qu'il y a un début de quelque chose. Ouais, mais Oui. voilà, Alors, ouais, il y a rien de vraiment. Dans le 2, effectivement, oui, il y a un peu plus. Ouais. Alors 2011 voit aussi X-Men First Class, où là nous avons d'autres rôles, d'autres Madames. d'autres madames, Voilà. un peu les mêmes personnages, mais pas par les mêmes actrices. Et bon, On en a plus quand même. il y en a plus. Oui, il y en a un peu plus. Et on a une héroïne non mutante. Également. Puisqu'on a, je me rappelle plus. Mince. L'agente du FBI. Tout à fait. Eh ben oui, Wikipédia, vas-y, Oui, tu allez, vas hop. nous rattraper tout ça. C'est pas celle qu'on retrouve dans la série après, l'agent Carter? Non, c'est autre chose. Non, ça c'est Ouais. DC Comics. Oh, pardon, hérésie. Non, l'agent Carter, c'est Marvel, c'est avec Captain America. Voilà. Moira McTaggart. Moira McTaggart, exactement, voilà, c'est ça. Merci de nous avoir trouvé. On n'aurait pas dormi cette nuit. Non, mais je comprends. 2011, Green Lantern, on en parle? Non. Voilà. Non. Merci, au revoir. Non, merci. Pas de femme non plus, donc ça tombe bien. Et 2012... Oui. Pardon, non, c'est très dommage parce que justement Green Lantern, c'est un personnage, enfin, qui, étant donné qu'après il est un petit peu interchangeable, du coup a permis d'introduire, enfin, j'y reviendrai après, des femmes, des noirs et tout un tas d'autres, représentants de différentes minorités, etc. Donc c'est très dommage dans les comics. Donc Green Lantern a été refilé à tout un tas de gens, et bon, le film étant ce qu'il est. Voilà. Merci. Passons. 2012-2018, enfin 2018, c'est-à-dire toujours en production, nous avons Arrow. Pas sur le Baudet, mais Green Arrow plutôt. Donc la production d'ici, à destination des ados, plus pour un public féminin, par contre. Là, clairement. Ah oui, parce que quand il fait des tractions, ça fait quand même la part belle à une minute hormonale, quoi. Pendant les deux premières saisons, c'est juste. J'ai pas pu accrocher à cette série. Même ma femme en avait marre, donc voilà, merci, au revoir. Mais des rôles intéressants, comme le rôle de Black Canary. C'est non, mon Dieu. Non, mais ce nom a été une catastrophe. Mais effectivement, ouais, il y a pas mal de rôles féminins qui se greffent à côté. Qui au début faisait un petit. Enfin, moi, je sais que j'aurais commencé à regarder la première saison, j'étais là. Voilà, c'est très stéréotypé, et puis ça évolue vers quelque chose qui est quand même pas si pire. Voilà, c'est quand même, ça va, c'est correct. Je pense que c'est tout à fait le terme, pas si pire. Ouais, mais disons que pour une série avec je suppose un si petit budget et voilà, pas forcément des grosses prétentions, etc. Il y a une mention honorable quand même. Voilà. Mention honorable. Parce qu'ils auraient pu vraiment se conforter dans quelque chose de très feignant et qui est bankable, quoi. Donc bon, allez. C'est ça. Mais en tout cas, les femmes tirent bien leurs épingles du jeu dans cette série. Ouais. 2012, premier film des Avengers, avec la seule femme au milieu des gros Malabar, Black Widow, qui essaye tant bien que mal de tirer son épingle du jeu également. Je ne comprendrai jamais ce qu'elle fait là-dedans, quand même. Plus à coup de roulement de hanche qu'autre chose, mais oui, bon. C'est ça, bon, voilà. Voilà. C'est comme ça. Troisième Batman de Nolan en 2012 avec Anna Thaoué en Catwoman et Mario Cotillard en vilaine méchante qui meurt tellement bien à la fin. Mais il y a Anna Thaoué alors. Grande direction d'artiste. C'est ça. Non, je pense que c'est l'actrice qui est pas, forcément bonne à ce moment-là. Je pense qu'il y a vraiment un gros problème de direction, mais bon, bref. Voilà, donc le rôle de Catwoman n'est pas non plus pète pas non plus des briquettes. Il est pas super marqué, mais je trouve qu'il est bien.
Il est bien fait, il va est bien. pas mal, je Il est, trouve. en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il est vraiment, c'est pas Catwoman avec son legging son truc Ouais. en latex, hyper sexy, hyper Mhm. machin. C'est juste des petites notes, elle relève ses lunettes et là tu vois les oreilles, enfin c'est... Ouais, puis c'est le C'est côté. pas évident que c'est c'est- Catwoman. Ouais, ouais. Ils C'est ont que plus des petites développé notes, ça, le c'est côté cool. chapardeuse, c'était marrant. C'est quoi, ça, voilà, aussi, ouais. Et le côté est vachement égoïste de Catwoman. Mhm. Catwoman, c'est pas une héroïne. C'est entre l'héroïne et la vilaine. Ouais, Elle ouais. Elle navigue entre les deux. Mhm. Et là, c'est bien mis en avant, je trouve. Mhm. C'est pas mal fait, effectivement. 2013, voit l'apparition de Agents of S.H.I.E.L.D., Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., avec pas mal de rôles féminins aussi. Ouais. Personnellement, j'ai pas suivi la série, donc je vous avoue, je peux pas en parler énormément. Alors moi j'en ai suivi un petit bout, dans l'ensemble j'ai trouvé ça assez mauvais. Enfin, comment dire, c'est hyper cliché, mais vraiment très 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 cliché. Donc moi, enfin personnellement la série m'est, entre guillemets, tombée des mains. C'est-à-dire qu'il y a un moment où j'étais là, je fais ouais bon, est-ce que j'ai vraiment envie de regarder un épisode supplémentaire? Voilà. Mais après, il faut reconnaître qu'il y a quand même beaucoup d'efforts pour créer des personnages féminins. Chacun est vraiment différent l'un de l'autre. Après, voilà, si on accroche à la série, à son écriture, etc., effectivement, ces personnages sont quand même pas si mal. Donc, ça se défend. Ça se défend. Ouais. Très bien. À voir, pourquoi pas, puisque c'est toujours en production. Ouais. 2013, Superman Man of Steel, réalisé par monsieur, mon préféré, Zack Snyder. Bon, bah là, pareil, Lois Lane, pas plus que ça, merci, passez muscade, au revoir. Mais elle y est pour de vrai? Oui, si, mais Si, en plus, elle y est, en plus, c'est oui. une actrice que j'aime bien. 2013, Thor 2, le monde des ténèbres, avec Nathalie Portman, donc qui, comme on l'a dit tout à l'heure, a un rôle un petit peu plus important et en tout cas un peu plus décisif par rapport à l'histoire. On n'en dévoilera pas plus. Et même la mère de Thor aussi. No spoil. Tout Aussi, à fait. Ouais. Oui. Après aussi dans le là-haut chez les Asgardiens. Il y a pas de quoi non plus. Il y a pas de quoi fouetter ouais. un canard à trois pattes. On est d'accord, mais bon. Qui fouetterait un canard à trois pattes? C'est ça. 2013, Iron Man 3, ok, on a déjà vu. 2013, Wolverine 2, le combat de l'immortel, avec là des personnages féminins aussi plus intéressants. Les deux sœurs gentilles, Yukio et Mariko, si je ne m'abuse. Mariko, voilà, qui est dans les comics une des nombreuses conquêtes de Logan, dans le film de aussi, Wolverine. Et puis une méchante, la Vipère, qui est pas mal du tout. Moi, j'ai trouvé son rôle était vachement intéressant. Enfin voilà, c'était, on parlait de Xena tout à l'heure. C'est un peu ça. Il y a un peu un côté Xena en fait dans ce rôle-là. Non, parce que elle est quand même très séductrice. Xena était pas du tout séductrice. Xena, c'était un homme. Non, mais dans le côté, rentre dedans, quoi. Enfin, dans le côté. Elle hésite pas à se battre, mais si elle peut séduire avant, elle te séduira avant quand même. Ah bah c'est une vipère. Voilà. Depuis 2014 et toujours en production, il y a la série Gotham aussi, toujours là des DC Comics. C'est une série que j'aime beaucoup et par rapport au rôle féminin, je trouve que les femmes ont une bonne place dedans. Avec, ça raconte le pré-Batman, quand Batman est encore un enfant. Et du coup, on voit Catwoman, enfin Selina Kyle, enfant, on voit l'enfance de Poison Ivy, etc. Et puis, donc là, ces rôles-là qui ont pas mal d'importance et qui sont bien traités aussi. Et puis, il y a surtout une méchante qui est vraiment badass et qui est vraiment excusez-moi du terme, une connasse, Fish Mooney. Fish Mooney? Fish Mooney, ouais, tout à fait. D'accord. C'est qui est dans la pègre, etc., qui plus tard sera une espèce de super méchante. C'est comme le Joker. Elle a un peu cet esprit-là ou pas du tout? Oh non, c'est pas pareil. C'est pas. On n'est pas là-dedans, mais on est vraiment dans le côté pègre. Elle est vraiment parrain de la pègre, quoi. C'est une des premières fois où on voit une femme parrain de la pègre et elle le fait vraiment très bien et elle est d'une cruauté et c'est vraiment la bitch dans toute sa splendeur et non, elle est vraiment c'est super bien fait, c'est surtout très très bien interprété. Ouais, l'actrice est vraiment très très bonne.
Elle rend super bien ce personnage comme ça de femme vraiment avec une poigne de fer absolue. Et c'est assez intéressant. Donc voilà, à conseiller pour ça. Et puis le rôle de Barbara Gordon aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de choses, de rôles de femmes qui sont vraiment sympas. 2014 est toujours en production Flash, la série télé. Donc là, c'est dans la même lignée que les Arrow et compagnie. Mais là, pas plus de... Il y a moins de personnages féminins. Moins de personnages féminins, ouais. 2014, Les Gardiens de la Galaxie, premier du nom. Volume 1, avec Gamora et Nebula. Bon, le personnage de Gamora est quand même... Bonne surprise, j'ai envie de dire. Bonne surprise, voilà, ouais. Une meuf qui colle des nions, moi j'aime bien. Voilà, je valide. Voilà. Ça reste encore l'amoureuse, machin. Ouais, oui, effectivement. Bien ça, après, ouais, on pourra... Mais bon, quand même, elle est aussi là pour cogner. Bon... Écoute, là aussi, il faut pas bouder son plaisir. Il y a elle a un ça. côté quand même badass qui envoie pas mal. Et Nebula aussi, la méchante. Et en plus qui est jouée par une des actrices qui a joué dans Doctor Who. Voilà, et qui est méconnaissable dans ce rôle, vraiment méconnaissable. Crâne rasé et tout, enfin bref. Mais du coup, voilà, aussi le fait qu'elle ait le crâne rasé, qu'elle ait osé faire ça, alors qu'elle est quand même très féminine à la base, ça démontre aussi en termes de féminisme mais là de la personne, de l'actrice, vraiment une volonté de vouloir, une volonté d'aller plus loin et d'être l'égal d'un homme entre guillemets, même si elles le sont, on est bien d'accord, on parle pas du tout de ça, on n'a pas ce parti pris là, mais voilà, elle a quand même elle a eu quand même ce cran de le faire. Je pense qu'il y a des hommes qui ne le feraient peut-être pas, par exemple, des acteurs qui ne passeraient peut-être même pas le pas de se raser entièrement le crâne. Voilà, donc Gardien de la Galaxie, oui, intéressant de ce point de vue-là. Donc 2014, Captain America 2, toujours pareil. Ouais, voilà. 2014, X-Men Days of the Future Past, toujours pareil, les mêmes rôles féminins, toujours bien traités aussi, un rôle un peu plus intéressant pour Mystique. Pour Mystique. Oui. Ouais, et son roulement de hanche. Qui a changé d'actrice. Alors un peu moins de roulement de hanche quand même, pour ce coup-là. Ça a changé d'actrice. Maintenant, on est sur une actrice qui est plus connue, entre guillemets. Jennifer Lawrence, Lawrence, qui est quand même pas mal connue, qui est devenue connue, voilà, grâce à Hunger Games. Donc, on la connaît déjà sur un point de vue de combattante. Donc, finalement, on la retrouve sur ce point de vue-là et ça marche. Et ça marche pas mal, effectivement. 2015, on a Ant-Man aussi, avec la guêpe, The Wasp, comme vous voulez. Elle y est ? Bien sûr qu'elle y est, oui, puisque c'est la fille de professeur qui va trouver la formule. Parce que à la base c'était pour elle et c'est lui qui finalement il le vole, c'est ça? Non, pas du tout. C'était pour sa femme aussi. Et sa femme, normalement, devait avoir le costume de la guêpe. Et finalement, c'est elle qui en hérite. C'est sa fille qui en hérite. Bref. J'avais compris, mais oui. Voilà, bref. Je vous ai spoilé la moitié du film. Mais il va y avoir un 2, Ant-Man 2, avec The Wasp, voire même qui va s'appeler Ant-Man et The Wasp. Voilà, qui aura... oui, il y aura un duo. Là, on va être dans du chapeau melon et bottes de cuir. Non, mais elle a même droit à être dans le titre, quoi. Waouh. Et il a raison. Donc oui, c'est bien Ant-Man et The Wasp, qui est prévu pour le 6 juillet 2018. Voilà. Des fois, je ne dis pas que des bêtises. Je vérifie. Non, tu les écris. Alors 2015-2018, donc toujours en production, il y a les 4 séries et bientôt 5 de Marvel sur Netflix, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, et il va y avoir The Defenders qui va être composé donc de ces 4 super-héros. C'est ça, ouais. Où là, des rôles féminins vachement intéressants, je trouve très bien traités. Entre autres, le rôle de Jessica Jones, super-héroïne, qui boit, alcoolique, accro au sexe, presque, enfin, j'ai envie de dire comme un homme. Voilà, elle a ce côté masculin tout en gardant sa féminité, son côté solitaire, volontaire,
à balancer des nions, à en prendre, etc. J'ai trouvé que le personnage était vraiment bien traité et l'actrice est super bien dans ce rôle-là. C'est super bien traité. À noter aussi que si je ne m'abuse, et la buse c'est mon animal totem, dans les Defenders on retrouvera Elektra. Oui, alors qui fait partie de Daredevil, Voilà, ouais. De la série Daredevil, donc, qui est vachement bien traitée aussi. Qui est on super. verra comment c'est traité, mais a priori pour le moment, c'est pas mal. Ouais. Voilà, donc il y a aussi l'infirmière Claire Temple qui elle est dans toutes les séries qui existent vraiment en plus dans les comics et qui est aussi une femme très intéressante. Enfin, le rôle est vraiment intéressant. Dans Luke Cage, il y a le rôle de Misty Knight qui est une policière qui enquête sur les différentes enquêtes, enfin sur tout ce qui se passe dans la série et qui est très bien traitée aussi, qui est une femme indépendante, forte, noire, de surcroît, des quartiers de Brooklyn. Enfin voilà, il y a vraiment tout ça, mais sans tomber dans le pathos, sans tomber dans le mon Dieu, Rémi sans famille, c'est horrible, je suis parti de rien et je suis arrivé à tout. Il y a le rôle aussi dans Luke Cage de la un peu marraine de la pègre, la politicienne véreuse Maria Dillard. Même sur le PDF, il écrit entre parenthèses connasse. C'est moi qui ai écrit ça, mais oui, parce qu'elle a vraiment un rôle de connasse, mais elle est parfaite. Enfin voilà, le rôle est vraiment super bien. Et puis il y a aussi le rôle de Karen Page, qui est la secrétaire de Daredevil aussi, qui va prendre son importance au fil des 2 saisons qui sont déjà passées. Donc voilà, je pourrais en parler encore longtemps, mais le temps nous presse. Mais vraiment, ces séries sont, je trouve, très marquantes au niveau des femmes dans l'univers des super-héros. Donc je vous les conseille, ne serait-ce que pour ça. Il y a enfin quelque chose qui se débloque, on a l'impression, et du coup, il faut que ça passe par les séries, parce qu'apparemment, les films, c'est pas possible. Voilà, par les séries et entre autres par Netflix. Merci Netflix. On sait que tu aimes Netflix. Non, mais je trouve que on en reparlera dans un autre podcast. Mais je trouve que Netflix fait des choses à des bollocks, quoi. Continuons. 2015 est toujours en production Supergirl, donc en série télé. Alors Supergirl est moins féminisée que la version de 1980, je sais plus combien, avec Madame Slater. Là, on est moins dans le côté plastique Barbie, big boobs et autres. Là, elle a un côté un peu plus femme moderne et femme normale. Enfin, regarde l'affiche. Hein. Alors, il y a eu des départs, un départ très maladroit sur Supergirl et beaucoup de choses au début qui ont un petit peu fait grincer des dents, justement les gens qui s'attendaient à quelque chose d'un petit peu progressiste. Et puis il faut reconnaître au fur et à mesure que la saison a évolué, la première saison, voilà, ça s'est quand même un petit peu amélioré. Voilà. C'est pas encore le truc super et tout, mais bon voilà, ça reste correct, quoi. Voilà. Ok. 2015, les 4 Fantastiques, le reboot. Non. Voilà. Non. Merci. Non. Voilà. Au revoir. Voilà. 2015-2016, série télé, l'agent Carter, donc la série dérivée de Captain America, qui se passe dans donc à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, premier rôle féminin. C'est la série a pas duré longtemps, mais en tout cas, j'ai pas vu la série. Hein, j'avoue que je suis passé à côté. Mais c'est à noter quand même. Non, plutôt bonne surprise, plutôt bien écrit. Le problème, c'est que ça a pas forcément trouvé son public, ce qui est assez dommage. Mais le personnage était quand même pas mal. C'était plutôt bien écrit. 2015 aussi, Avengers 2, l'âge d'Ultron, avec toujours Black Widow, et puis l'apparition de la sorcière rouge, qui se débrouille pas si mal que ça. Oh, elle est un peu perdue au début quand même. Hein. Elle est perdue, mais c'est son rôle de mutante perdue, mais sinon, il y a quand même du potentiel. Oui. On la verra la prochaine fois. Exactement. 2016, donc l'année dernière, Doctor Strange. Alors vous allez me dire, mais il n'y a pas de personnage féminin. Eh bien si, quand même. L'ancien, oui. Joué par l'incroyable Tilda Swinton qui se métamorphose dans chaque film. Elle aussi qui a osé se mettre chauve. En même temps, dans tous ces films,
elle est totalement différente. Ouais. C'est... En même temps, elle a un physique hyper particulier, du coup, elle en joue tellement que moi, je dis respect. Non, elle joue très bien en plus ce rôle, donc très intéressant ce rôle dans Doctor Strange. 2016, Suicide Squad avec Harley Quinn, ok, l'Enchantress, ok. Aussi, quand même. Non, c'est bien, hein. Elle le joue bien, mais le film est tellement mal desservi que, les sert tellement mal en tout cas que dommage. Et puis il y a Katana aussi qui, bon. Il y a aussi, je me rappelle pas du tout de son nom, la black qui gère les Suicide Squad. Oui aussi, mais enfin elle a un rôle plus secondaire et militaire un petit peu. Oui, mais elle a quand même un rôle. Quoi. Oui, on est d'accord. Vous savez qu'il a quand même été traduit l'escadron suicide au Québec. Oui. Mon Dieu. Suicide Squad. Oh là là. 2016 X-Men Apocalypse, on a déjà vu. Merci. Alors avec du coup l'apparition de l'autre que super héroïne je vais que tu vas tout trouver de suite le nous nom. retrouver le nom parce que nous l'avons paumé bien évidemment. C'est oui, vous l'avez trouvé. Oui, c'est ça, voilà, c'est celui-là, c'est celui que vous êtes en train de dire exactement. actuellement. Mais oui, c'est ça, voyons. Et on va y revenir. Psylocke. Voilà, Psylocke, merci. Oui, vous aviez raison, vous avez gagné une boîte en chocolat. Et en 2016, Captain America 3, toujours pareil. Hop, merci, rien à signaler. 2016 aussi, Batman vs Superman, avec une petite intro de Wonder Woman, qui apparaît dans un combat. Avec la petite musique et tout. La petite musique qui va bien, c'est pas avec, celle-là. Mais... à l'époque, un lancement qui avait fait hurler toutes les féministes de la Terre. Pourquoi ? Alors en fait, si je me rappelle bien, ils avaient voulu introduire ça dans un trailer où donc ils étaient plus ou moins donc face à face, Batman et Superman, et au moment où ils allaient commencer à se foutre sur la gueule, bim, tout d'un coup arrive, pam, Wonder Woman. Et là, chacun regarde l'autre en disant elle est avec toi. Et cette phrase a créé énormément donc de remous sur la toile, à tel point qu'ils ont dû donc retirer le trailer et le revendre donc sans la phrase en question. Voilà. Et du coup, je crois que ça, ouais, mais le problème c'est que tout le monde était là, oui, parce qu'une femme a besoin d'être avec un homme, c'est ça, merci. Et non, mais ça marchait pour n'importe qui. Ouais, mais là c'était assez maladroit, disons quoi. Et d'ailleurs, c'est ça qui, apparemment, a aussi fait reculer la sortie du film Wonder Woman, parce que du coup ils se sont dit, on va bien ausculter le film avant de le sortir. Pour être sûr qu'il n'y ait pas des femelles qui passent dans toutes les salles. Alors 2016 est toujours en production Legends of Tomorrow aussi, qui alors production DC Comics, avec des rôles féminins tels que White Canary cette fois-ci. C'est plus Black, excusez-moi. C'est sa sœur. Et Hawk Girl aussi. Alors là, les personnages sont vraiment secondaires. Enfin, en tout cas, de ce que j'en ai vu, j'ai pas tout vu de la série. Je vous avoue que la série est pas non plus formidable. Elle est très, très, très caricaturale. Donc, c'est vraiment dommage. Mais bon. Voilà, c'est à signaler pour les soins d'encéphalogramme plat. C'est ça. De 2016 aussi Deadpool. Quelques rôles féminins dont Negasonic, la jeune ado qui est dans le manoir des X-Men avec Colossus. Ouais. Mais même sa copine à lui, donc jouée par Morena Baccarin. Voilà. Oui, qui joue dans Gotham également. Ouais. Et encore une actrice qui fait les deux. Quoi qu'il arrive, elle déjà, je trouve que c'est une très très bonne actrice. Mais voilà, elle a un rôle original en fait. Voilà. Tout à fait. C'est plus ça, quoi. C'est pas un rôle qui casse des briques, mais voilà, c'est original. C'est pas juste la petite copine, quoi. Voilà. Ça casse certains codes par rapport au féminisme, par rapport à la, pardon, pas par rapport au féminisme, mais par rapport à l'image de la femme gentille, de la petite copine, voilà, ouais, c'est ça, ouais. Il y a quelques scènes hardcore, avec une ceinture et c'est ça. Je sais plus ce qu'il y a au bout. Bref, voilà. Donc, qui sont assez sympathiques par rapport à ça. 2017, qui est sorti donc il y a quelques mois, Guardians of the Galaxy 2, volume 2, donc
les mêmes personnages féminins avec en plus un nouveau Mantis qui rajoute un petit peu plus de touches féminines et l'équipe commence à s'équilibrer. Maintenant, des Gardiens de la Galaxie au niveau entre hommes et femmes et arbres et ratons laveurs. Ouais. Et donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça fait un bel équilibre dans la force. 2017 également Logan. La vieillesse de Wolverine avec là une touche féminine aussi mais enfantine avec X-23. Mais moi je trouve que c'est joué par une enfant mais ça aurait pu ne pas l'être. Tout à fait. Elle est très très bonne je trouve cette actrice. Ce rôle est très très bon. Donc à noter, et dans les expectations, dans les attentes, 2018, il devrait y avoir un film sur Dark Phoenix, donc là de la mythologie des X-Men, donc sur une évolution du personnage de Jean Grey. Est-ce qu'on va enfin la sauver? On espère. Également, on attend avec très grande impatience. Là, on a vraiment la confirmation de Captain Marvel. Donc là, premier Marvel avec un personnage féminin en premier rôle, et qui, à mon avis, s'ils font bien les choses, devrait être bien badass également. Et puis, pour l'instant, c'est tout. C'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Alors, on a dû en oublier. Vous allez dire, mais ils ont pas parlé de machin. Mais vu le temps qu'on a passé, je pense que on a quand même fait un bon tour du propriétaire. Voilà, donc à noter quand même qu'il y a une évolution, et une évolution assez positive des personnages féminins. Comme je disais, surtout dans les séries qui laissent beaucoup plus de place, plutôt que les blockbusters où apparemment, en gros, faut rentrer des sous. Donc, il faut être sûr que les choses vont bien marcher. Préparez-vous à grincer des dents en entendant ça. Mais voilà. Donc, il y a quand même une évolution. Soyons positifs. Du coup, Wonder Woman, on l'a pas dit. Et voilà, oui. Voilà. Évidemment, puisqu'on a fait la critique. On en parle de ça, la précédente émission. Exactement. Donc, voilà. On y arrive. On y arrive à ce film, à ce bon, entre guillemets, film sur une super-héroïne. On attend la suite avec grande impatience. Alors justement, à la suite, nous on va passer à notre deuxième focus de cette émission. Et on va passer à une petite discussion sur le traitement des minorités dans le monde des super-héros. Donc nouveau focus sur le traitement de certaines minorités avec des énormes guillemets dans le monde des comics et des super-héros. Alors Didi. Alors déjà on peut recadrer sur ce fameux mot de minorité puisqu'il a l'air de te déranger. En fait c'est un mot qui vient donc de l'anglais et surtout donc de l'anglais américain. Pour eux c'est un terme qui ne les dérange pas. Voilà, et ça concerne donc ça englobe tout un tas de personnes que nous, on oserait difficilement mettre ensemble, les femmes, les gays, les noirs, les latinos, les asiatiques, j'en passe et des meilleurs, les juifs, voilà, donc il y a un petit peu tout ça. C'est quelque chose qui pour eux, c'est un concept qui permet justement, même si c'est fourre-tout, d'englober tout ce qui justement manque un petit peu dans le modèle des super-héros, parce qu'il faut reconnaître qu'à la base vraiment les super-héros c'est l'homme complètement hétéronormé, blanc, très musclé, qui sent bon de la bouche, voilà, et qui porte très très bien le lycra. Donc à savoir que le premier super-héros était quand même Superman. Donc tu viens de décrire exactement Superman. Non mais c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ça. Et donc c'est vrai que du coup, pendant très longtemps, ça a été difficile d'avoir autre chose que des personnages sortis de ce moule. Donc c'est vrai que hormis Wonder Woman qui est un petit peu toute seule, et c'est d'ailleurs elle qui a introduit un petit peu la diversité comme je disais, donc dans tout son sens. C'est-à-dire que très rapidement, on a pas fait beaucoup de mystère du fait qu'elle pourrait avoir des tendances bi.
Et donc voilà, s'intéresser aussi bien aux femmes que aux hommes. Évidemment, bon après on a évité quand même le côté où il se passe des choses sur l'île des Amazones. Merci beaucoup d'ailleurs pour ça. Mais c'est vrai que bon voilà, elle a jamais caché ce genre de choses et le fait que de toute façon son combat était aussi pour donc la paix et donc la tolérance quoi, en fait. Donc toutes les autres minorités. Donc après c'est vrai que chez les DC il y a jamais même maintenant il me semble qu'il n'y a pas de personnage vraiment ouvertement gay et que gay enfin etc. Mais par contre il y a tout le temps eu énormément d'ambivalence. Robin. Voilà, je veux dire les premiers Batman et Robin quoi. Enfin, je veux dire, enfin ça reste l'exemple type du crypto-gay quoi, où à chaque fois qu'on les voit, on se demande un petit peu quand est-ce qu'ils vont se rouler un palo. Et par contre, Marvel, eux, ils ont, effectivement, ils ont attendu un petit peu plus, mais ils ont carrément sorti donc eux des personnages ouvertement gays. Le premier vraiment officiel, tout ça, machin, a été donc en 92. J'arrive pas à retrouver son nom, excusez-moi. C'était North Star, voilà. Ah, et tout à fait. Ouais. Et à l'époque, ça avait quand même justement fait couler un petit peu d'encre parce que voilà, justement, c'était un personnage qui était donc ouvertement homosexuel. Oh, mon Dieu, voilà. Depuis, il y en a eu quelques autres. Donc Colossus en 2003, par exemple, Iceman plus récemment en 2015. Il y a eu Starman aussi. Enfin voilà, il y en a eu quelques-uns. Donc voilà, ils sont quand même présents. C'est pas forcément le truc absolument prégnant dans la plupart des histoires. Ce qui est peut-être pas plus mal, ceci dit, parce qu'on a peut-être pas envie d'en prendre plein les mirettes par rapport à ça. Non, puis c'est pas la peine non plus de le mettre voilà, forcément en avant. C'est ça, voilà, c'est ça. Faut que ça fasse partie de la normalité. Ouais, bien sûr, exactement. Donc on est d'accord. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui a fait son chemin quoi. Après, dans les autres minorités, donc on a les Noirs. Premier super-héros noir, ça a été donc assez tôt, en 1966, Black Panther. Chez Marvel. Ouais, voilà. Qui en plus, vraiment, pour le coup, est quand même un personnage voilà, qui est cool, quoi, et qui en jette pas mal, voilà. Il va avoir son film dans quelques mois. Et alors voilà ce que j'allais dire, ouais. Donc il a un film là très bientôt qui arrive. Donc moi, j'avouerais que j'attends avec impatience de voir un petit peu justement comment ça aura été traité. Voilà. À noter, oui aussi, la naissance de Black Panther donc en 66, c'est quand même pas anodin. C'était donc en plein dans le mouvement, donc ce qu'on appelle le mouvement des droits civiques, en fait, donc des Noirs. Il s'appelle Black Panther. C'est aussi pas innocent, puisqu'il y avait un mouvement qui s'appelait comme ça et qui était très très politisé et finalement assez controversé. On se souvient des Jeux Olympiques et entre autres, voilà, ouais, plein de symboles comme ça. De la levée des poings avec ce gant noir. Et mais après donc voilà, il y a toujours eu un petit peu de loin en loin quand même des personnages donc afro-américains dans les comics. Pêle-mêle dans les plus connus, on peut par exemple parler de Frozone dans Les Indestructibles, Nick Fury dans Avengers. Storm et Bishop chez Marvel, donc voilà, et aussi quand même Blade, parce que voilà. Oui, c'est vrai que je l'ai pas cité dans la chronologie. Voilà, en même temps c'est pas une femme, donc oui, c'est vrai. C'est logique. Donc voilà, donc lui quand même 3 films qui ont plutôt bien cartonné. Voilà, après on peut être fan ou pas, mais il y a quand même eu un certain succès. Et donc comme je l'avais mentionné dans la chronologie, Green Lantern qui donc a un petit peu introduit tout un tas de minorités diverses et variées. Et d'ailleurs on pourra noter à ce niveau-là que comment les autres minorités par contre ne sont quasiment pas représentées. Chez les latinos on a juste Diablo. Alors on a quelques sidekicks après vite fait, voilà, à droite à gauche dans différents comics. Je parle même pas de films, c'est même pas la peine d'y penser.
Alors maintenant, la nouvelle incarnation de Spider-Man est latino. Hein. Ouais. À savoir, voilà. Voilà. C'est Peter Parker. Oui, ouais. c'est un latino. Il me semblait que c'était un sidekick, moi, en fait. C'est pour ça que je... Non, pas du tout. C'est Ok. c'est vraiment Spider-Man. D'accord, bon, bah, au moins, ça, c'est cool. Tom Holland, il est pas du tout latino. Non, mais on parle des comics papier. Ah, pardon. Pas du tout des j'étais films. pas du Non, tout on est passé vraiment dans les papiers. Et même au-delà de ça, le pire, ça reste pour les Asiatiques. Alors eux, ils sont complètement oubliés. Hormis là quelques personnages vite faits, qui sont la plupart du temps plus là pour faire joli, quoi. Il y en a mais vraiment très peu. Et la seule présence en général des Asiatiques dans les films de super-héros ou même dans les comics ou quoi que ce soit, c'est plus le rôle du vieux sensei qui va leur apprendre à se battre, donc avec des utilisations plus que discutables de la culture asiatique dans son ensemble. Assassiner quelqu'un avec un M, quoi. C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça, ouais, voilà, ouais. Donc là, si tu veux du cliché, je pense que c'est pas mal, c'est correct. Hein. À noter aussi d'ailleurs très décevant dans Iron Fist, la série donc de Netflix qui vient de sortir. Le héros principal est quand même censé être asiatique. Ça a complètement été gommé dans la série, puisque il est plutôt blanc. Hein, donc voilà. Donc c'est pas très joli. Voilà. Alors à noter quand même par rapport au féminisme, puisqu'on parle des super-héros papier, enfin des comics en papier, il y a une mode en ce moment qui est sortie depuis quelques mois de féminiser des rôles, de féminiser des super-héros qui n'étaient pas féminins, comme par exemple Thor. Thor a changé n'est plus le même l'homme dans toute sa splendeur testostéronée, mais et de surfeuse blonde. Non, mais il y avait 1000 autres personnages avant de faire Thor. Thor, c'est quand même un dieu mythologique. Ça vient de la mythologie nordique. Pourquoi lui? Parce que c'est un super-héros et voilà, maintenant c'est passé une super-héroïne. Il y en a quelques autres qui sont passés comme ça. Il y a eu notamment, alors là, mais ça c'est plus vieux, il y a eu Spider-Woman, il y a eu des pendants féminins à certains rôles, à certains super-héros. Donc il y avait quand même une volonté au niveau du papier en tout cas de féminiser pas mal, dont une équipe de super-héroïnes qui est sortie depuis quelques années, donc qui sont un peu des Avengers mais version 100% féminine. Ce serait bien que ça passe au cinéma. Ce serait pas mal. Également aussi, alors là pas du tout dans les Marvel ou les DC, il y a aussi, puisqu'on parle des minorités, des gens à part, etc. Et bien il y a une super héroïne obèse, figurez-vous, qui s'appelle Faith. Donc là c'est chez Bliss Comics. On vous mettra les liens dans les notes, bien évidemment, et qui vit complètement son surpoids de manière normale. Enfin voilà, c'est pour elle, elle a choisi d'être comme ça. Elle est super héroïne aussi, et alors. Enfin. Donc voilà, et enfin. Donc c'est très bien. Enfin voilà, moi je trouve ça vraiment intéressant, cette évolution qu'il y a. J'ai l'impression que les comics évoluent mieux que les productions télé, tout genre confondu. C'est moins bankable quoi là. Maintenant les comics c'est vachement... Ils peuvent se permettre beaucoup plus de choses, c'est sûr. Ouais. Il y a moins de producteurs derrière qui disent fais-moi de l'argent. Disons que pas d'un truc chelou, fais-moi de l'argent. Après ça reste discutable aussi. Je veux dire, quand tu es assis sur quelque chose comme les Avengers, tu peux très très bien te permettre certaines digressions. Oui. Et ne pas avoir peur de rembarrer aussi certains sexistes. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, on a très très peur des gens qui font, entre guillemets, du lobbying contre les nanas, tout ça, en fait, à la sortie des films, etc. Ce que je trouve assez aberrant, personnellement. Voilà, c'est vraiment mon point de vue très personnel, mais je trouve assez hallucinant qu'on se plie comme ça au desiderata de quelques personnes qui se font entendre plus fort que les autres. Voilà.
Alors on a aussi, moi je trouve quelque chose de très louable par rapport aux comics et aux super-héros, et c'est le fait qu'ils aient aussi intégré des personnes handicapées. Oui. Par exemple, tout simplement le professeur Xavier des X-Men, il est handicapé moteur, donc il peut vraiment pas se déplacer sans son fauteuil. Donc là il y a vraiment, et pourtant c'est vieux. Ça date quand même des années 60 que le professeur Xavier est dans un fauteuil roulant. Daredevil qui est aveugle. Qui est aveugle. On a d'autres héros comme me semble-t-il dans le duo The Cloak and the Dagger, la cape et l'épée. L'épée, c'est une femme qui a des béquilles. À un moment, en tout cas, dans les comics, elle a eu des béquilles. Elle ne se déplaçait qu'avec ses béquilles. Et c'était pas juste parce qu'elle s'était pété la jambe en ski, c'était parce qu'elle avait un problème à la colonne vertébrale, etc. D'accord. Mais donc, aussi à noter petit truc, c'est que, c'est très prégnant dans les X-Men, tout le discours sur les mutants concerne énormément, touche, on va dire, énormément de gens des minorités. Parce que typiquement quand on fait partie des minorités visibles et on ne peut que se sentir concerné par le discours qu'on entend contre les mutants dans les X-Men. Il y a même quelques petites phrases aussi qui ont parlé à pas mal de gens, style oui, tu pourrais essayer de ne pas être un mutant. Ça parlera, je pense, à beaucoup d'homosexuels. Donc il y a quand même des belles tentatives de tendre vers un discours qui est vraiment inclusif pour toutes les minorités. Et ce que je trouvais pas mal là pour le coup. D'acceptation de l'autre et de sa différence. Sachant qu'en plus c'était pas ad nauseam quoi, parce que la plupart du temps quand c'est comme ça ils y vont à fond les ballons et t'as juste envie de vomir de l'arc-en-ciel après. Là tandis que en général là c'était quand même dans les X-Men c'était plutôt bien amené. Ça a porté réflexion. Voilà. Donc on peut dire quand même que le monde des comics a apporté une ouverture, en tout cas aux jeunes américains et aux jeunes en général, par rapport à l'acceptation de l'autre, de sa différence. Et ça évolue. Il n'en reste pas moins que les grandes stars sont toutes des hommes blancs hétéronormés. Donc ça serait bien que ça évolue à un moment. Ça évolue. Ça évolue. Ça viendra. Oui. À un moment, on y croit. Non, mais c'est vrai dans la bonne pente, quoi. Oui, on ne peut être que dans la bonne pente. Mais disons que c'est encore un levier de plus pour une plus belle humanité. Waouh. Non, mais voilà, pour être tous ensemble, quoi. Voilà, pour vivre vraiment ensemble toutes nos différences. J'ai l'impression d'être dans un générique de Arnold et Willy, mais c'est ça. Mais c'est quand même non, mais c'est ça reste quand même l'idée sous-jacente de tout cela. Merci Didi pour toutes ces précisions. Avec plaisir. Pour cette petite discussion là-dessus. Conclusive. On va passer à une nouvelle anecdote. C'est parti. L'anecdote de ce numéro 6 de Multifocus, ce numéro 6 bis, eh bien ça va être à propos des deux actrices qui ont joué Wonder Woman, aussi bien dans la série télé que dans le film de 2017, à savoir Linda Carter pour la version série télé et Gal Gadot pour la version ciné. Eh bien, dans la série Soyons féministes, eh bien elles étaient toutes les deux Miss, figurez-vous. Et oui. Alors on sait que Gal Gadot a été Miss Israël il y a quelques années et qu'elle a refusé de participer au concours de Miss Univers
justement pour des raisons d'éthique, de féminisme, voilà, d'arrêter de prendre la femme pour un produit sexuellement transmissible. Oh, c'est moche. Ah oui, non, mais complètement, mais parce que ce genre de choses est moche. Oui. Je trouve les concours de beauté, moi je vais jamais accrocher à ça, mais c'est un point de vue personnel. Donc elle a refusé en tout cas ce concours de Miss Univers, et figurez-vous que Lynda Carter en 72, donc à 21 ans, donc peu ou prou à l'âge de Gal Gadot, a été, enfin au même âge qu'elle a été Miss Israël, Lynda Carter a été Miss World USA, donc pour représenter les États-Unis au concours de Miss Monde la même année. Alors par contre, elle est allée au concours, mais elle ne l'a pas remporté. Elle figure parmi les 15 finalistes, mais elle ne l'a pas remporté. Donc c'est assez amusant de voir que les deux interprètes de Wonder Woman, le personnage qui est censé défendre le féminisme et la féminité est finalement interprété par deux femmes qui ont fait des concours de beauté et qui les ont gagnés. Donc voilà, c'est assez amusant pour être noté. Voilà, c'est cocasse, cette petite anecdote. Quelques liens et ouvertures, ma chère Lia. Oui, tout à fait. Je vais d'abord vous parler de la réalisatrice de Wonder Woman, donc du film qui vient de sortir, Patty Jenkins. Donc c'est une femme qui est féministe en elle-même. Ce qui est marrant, c'est qu'elle a un peu votre discours par rapport à Batman vs Superman. Elle dit que ça a été une horreur, ce film, qu'elle aurait dû le réaliser, et finalement ça s'est pas fait, et elle déteste ce qui en a été fait, et donc c'est marrant de le souligner. Tu vois. Exactement. Mais ce qu'on peut souligner d'elle aussi, c'est que c'est une féministe qui a réalisé aussi le film Monster. Avec Charlize Theron. Voilà, avec Charlize Theron, pour lequel elle a eu l'Oscar. Un film, je pense, un extrême exemple de féminisme, parce qu'on a une femme extrêmement dure, homosexuelle, qui cherche à en protéger une autre. Et ce film est vraiment poignant, je vous conseille de le voir. Et donc, je trouve ça bien de voir que c'est cette même femme qui finalement a fait Wonder Woman. Et qui se promet être réalisatrice du prochain film de DC. Mais le prochain film de DC, on sait pas lequel c'est. C'était censé être la Ligue des Justiciers, mais ça va être celui d'après. On sait pas, machin, voilà. Mais donc elle est en train grâce à Wonder Woman, elle prend de l'importance, on risque de la voir beaucoup plus souvent que prévu, et toujours avec ce point de vue très féministe. Eh bien, tant mieux. Merci Patty. Voilà. Et je vais également vous faire vous linker à travers le doc un petit topito. Je sais que tu aimes ce site. J'adore ce site. Oui. Alors un petit topito des 10 meilleures séries féministes. Donc on reste sur les séries. Par exemple, on a The Good Wife. Évidemment. On a Broad City, on a Two Broke Girls. Bon, je vais un peu avancer. On a Orange is the New Black, on a Mom, Orphan Black, Girls, et en dernier, Jessica Jones. Ça fait plaisir. Mais oui. Et tu parlais de charme dans la première partie, il y a pas... Mais alors, non, c'est des séries actuelles, parce que c'est les séries qui sont arrivées après Buffy, après Charmed, après Veronica Mars, pardon. Ça doit sûrement être une question de période, effectivement. Mais on oublie Ma sorcière bien aimée, La petite maison dans la prairie, tout ça, c'est... Non, on n'en veut pas. Le féminisme dans Ma sorcière bien aimée... Oui, justement, c'est pour ça. C'est pour ça. Ça ne compte pas, ça n'existe pas dans le côté féministe. Justement, on les oublie. C'est peut-être mieux. On entre par la porte qu'a créé Buffy et compagnie. D'accord. Merci beaucoup Lia pour ces ouvertures. Donc je vous rappelle que toutes ces ouvertures seront bien évidemment dans les notes de l'émission. Sur le site, dans les commentaires, enfin les notes qui accompagnent le podcast si vous utilisez une appli de podcast comme Podcast Addict,
par exemple, sans faire de le pub, mec fait ou de la pub. iTunes, c'est une appli gratuite, un podcast addict, donc ça va. Oui, ça fait comme ça. Et française, madame. Alors bien évidemment, vous retrouverez également tout cela dans notre chaîne YouTube aussi, sur les notes, dans le petit descriptif de la vidéo. Notre chaîne YouTube Multifocus le podcast. Vous allez avoir, on va essayer de faire un petit peu plus vivre nos différents comptes de réseaux sociaux, Instagram, donc là sous le nom Multifocus, notre compte Twitter @multifocuspod, tout attaché, et puis notre page Facebook @multifocus, où nous faisons de temps en temps des petits lives, entre autres avant les enregistrements. Et Voilà. des lives magnifiques, Des lives et on vous les absolument conseille. magnifiques, qui sont totalement improvisés et totalement what the fuck, mais c'est comme ça. Alors, eh bien, tradition oblige, c'est donc la fin de ce grand podcast en 2 parties. Ouais. Et Heureusement nous qu'il était en 2 parties. Heureusement qu'il était en 2 parties, et nous allons annoncer le prochain podcast. Le prochain podcast, alors le film central sera The Circle. Wow, ce mix entre l'anglais et le français, The Circle. Alors, je vous la fais en anglais. The Circle. Avec l'incroyable Tom Hanks. Ah, cet acteur. Et ben justement, ça va être notre thème. On va retracer un petit peu toute la carrière, toute la vie professionnelle, et peut-être un petit peu privée de temps en temps. Et artistique. Et surtout artistique, de cet incroyable personnage qu'est Monsieur Tom Hanks. Voilà, ce sera notre prochain podcast. Merci à Didi d'avoir pris tout ce temps pour nous parler de nos super-héroïnes préférées. Oui. Tu reviens quand tu veux, mon petit Didi. On va essayer. Ah, moi j'espère. La voix. Oh, ça recommence. Et encore un grand merci à Lia pour toutes ces informations. Avec plaisir. J'espère que je serai encore là la prochaine fois, si je me fais pas virer. On verra si t'es casté. Allez, tu passes. Allez, c'est bon, t'es casté pour la prochaine émission. Et donc, dans un mois, dans 15 jours plutôt, pour la prochaine émission de Multifocus, l'émission numéro 7 sur The Circle et Tom Hanks. Merci à toi, le doc, pour gérer cette émission, toujours avec beaucoup de ferveur et beaucoup de discussions. Un petit peu. Oui, je suis un bavard. Et alors, c'est pour ça que je fais du podcast. Oui, Sinon, c'est mieux. Je fais un blog. Oui. Écrit. Oh non. Ouais, retourne sur ton Mais Skyblog. j'ai trop envie de faire là. un blog. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de moi. Merci beaucoup de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à faire de la pub, de nous envoyer des étoiles, des petits pouces bleus, des petits poneys, champignons, des petits poignets, Des licornes. des licornes et des petits anges dans les coins. On vous embrasse. Bon film, bonne série. J'espère qu'on vous aura donné envie d'en voir et d'en découvrir. Et à dans 15 jours. Bye bye à tout le monde. Bisous, bisous. Soyez sages. See